en politique, ça va Ah peut-être oui, changer. oui. Je l'ai déjà été matinal. OK. Pour moi, c'est des cycles. Quand j'ai besoin d'une matinale, je le suis, je me couche tôt. Si j'étais en plus à me coucher tard, je me tard. Mais là, ça va devenir un peu plus. Tu te lèves le matin assez vite pour appliquer la journée. Vous avez la convocation. Oui, c'est ça. Puis, ben écoute, je vais essayer dans le sujet. Oh, comment ça? Oui, Oui. qui est avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va pas? Oui, merci de prendre un moment pour nous parler, c'est super agréable. Ben oui, normalement, on a tendance à t'inviter pour la vulgarisation, l'information, les réseaux sociaux, ce que tu fais sur les plateformes. Mais aujourd'hui, c'est complètement autre chose. On t'invite parce qu'il peut absolument candidat pour le Parti libéral du Québec dans ta show. Avec le Parti libéral pour les jeunes tâches. Je reprends la nuance, c'est important. Oui. Oui. J'embarque tout de suite. Pourquoi le saut en politique? Parce que j'ai vécu à New York pendant la première administration Trump. Pour moi, mon éveil a un peu été là. J'ai vu vraiment, j'étais collé dessus, c'est qu'est-ce qui arrive quand on permet à la polarisation politique de devenir tellement importante que la démocratie elle-même est en jeu. Là, je sais que ça sonne super quétaine, un politicien qui parle de l'importance de la démocratie, mais moi, ça fait 5 ans depuis la première fois que j'ai fait sur le bouton upload sur TikTok que je me dis il faut absolument qu'on défende notre démocratie. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais informer le public, c'en est une, essayer d'expliquer des principes. J'ai quand même eu la chance d'avoir une super bonne éducation au Québec. Si je peux redonner une partie de ça, c'est une bonne façon de défendre la démocratie. Mais à un moment donné, à force de parler de l'importance de l'implication citoyenne, l'implication citoyenne la plus importante, je crois, c'est de se présenter aux élections. C'est loin d'être la seule. Il y a plein d'autres façons de faire de la politique en tant que citoyen. Mais pour moi, j'étais rendu là et je crois que le moment est bon. C'est surtout essayer de justement défendre nos droits et libertés en encourageant une démocratie un peu plus saine. Il y a des enjeux économiques là-dedans aussi. C'est bien beau avoir des droits et libertés sur le papier, mais si en pratique on n'a pas les moyens de les exercer, de les vivre, on ne les a pas vraiment. Moi où je vis à Québec, Saint-Roch, il y a plein de gens qui en théorie ont des droits et libertés, mais en pratique, pas vraiment. Puis ça, c'est des enjeux sociaux, ça peut être mais moi, je les vois aussi beaucoup des enjeux économiques derrière tout ça. Et il y a un rôle à jouer au gouvernement là-dedans. Et pour le faire, il faut que quelqu'un sur les rouges qui se mette les mains dans le sable pour travailler. Alors, je pense que Puis Saint-Roch, on va en parler plus tard parce que c'est un enjeu quand même magnifique, on va se cacher. Mais tu parlais, tu dis qu'il y a plein de façons de faire de la politique. Trouves-tu que tu en faisais déjà un petit peu avec tes plateformes? Oui, absolument. Pour moi, faire de la politique dans une démocratie, c'est toutes les façons qu'on s'active entre nous pour essayer d'améliorer un peu notre société à nous tous. C'est quelqu'un qui décide d'aller faire du bénévolat à une source populaire, c'est un geste politique. Mais on devrait le voir avec le même respect que n'importe quel autre geste politique. Quelqu'un qui écrit une lettre ouverte qui envoie aux journaux, c'est politique. C'est faire de la politique et c'est normal de faire ça. Tous ces moyens-là sont légitimes. Se présenter aux élections, c'est une façon de le faire aussi. Culturellement, on a une certaine méfiance envers ça, c'est généralement mal vu. Je pense que c'est tout autant important de le faire qu'on aille gagner. Il y a un des premiers d'ailleurs à faire ce saut-là entre la création de contenu, l'influence à la politique vraiment du cœur et dur. Oui. Est-ce que tu vois des enjeux à ça face à tes abonnés? Comment c'est tombé selon ça? Trouves-tu qu'il y a des enjeux à passer de l'un à l'autre? Je pense que ça dépend beaucoup de ce que chaque personne fait avec sa plateforme. Je comprends qu'il y a des gens qui étaient un peu surpris, peut-être des gens qui me suivaient un peu moins de près, qui voyaient dans ce que je faisais certains codes journalistiques, même si j'ai toujours été le plus clair possible dans le contexte que je n'étais pas journaliste, que je ne visais pas, j'aspirais pas à l'impartialité, je voulais contribuer aux discussions, mais avec mes connaissances, mon bagage, mes valeurs, mes points de vue. Alors il y a des gens qui avaient peut-être pas tout à fait saisi ça, puis je le comprends, je le respecte, je pense qu'il y a un travail à faire là. Mais quelqu'un d'autre, par exemple, qui décide de passer, de faire du contenu, par exemple, sur la santé, de faire de la politique, je ne vois pas vraiment d'enjeu là non plus. Là où il y a peut-être un danger, je pense, c'est quelqu'un qui mise un peu trop sur, par exemple, la parasocialité. Quelqu'un qui se présente en étant l'ami de tout le monde. Je suis peut-être un peu manipulateur. Et utiliser ça pour transformer ça après ça en plateforme électorale, il y a peut-être un certain danger. Mais je ne serai pas le premier candidat à utiliser les médias sociaux. Je ne serai certainement pas le premier candidat à vouloir parler directement aux gens par n'importe quel moyen. J'ai peut-être juste un peu plus de background là-dedans que certains.
souvent, on pensait que tu allais présenter aussi des représentants politiques ou tout ce qui est pour le Québec solidaire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu y as songé? Comment est-ce que tu as fait ta décision? Je ne veux pas faire campagne contre qui que ce soit. Nécessairement, quand on me pose la question pourquoi pas un autre parti, ça va sembler comme une attaque. Alors, je veux tout de suite dire, c'est pas ça mon objectif. Je respecte les gens qui se voient dans les positions de Québec solidaire. Ma difficulté là, c'est que même avoir les meilleures intentions au monde, si on n'est pas prêt à négocier, à parler, à faire des compromis, des fois même des compromis qui ne sont pas toujours super confortables avec les gens qui font les choses d'une façon différente de nous, c'est pas facile de faire réellement avancer les dossiers. Quelqu'un peut avoir les meilleures intentions au monde, s'il n'est pas capable de se rallier suffisamment de la population derrière ces idées-là. Dans le meilleur des cas, il va être capable de faire un petit gain pour une très courte période de temps, et puis éventuellement quelqu'un d'autre va venir le remplacer dans une autre direction. Mais vraiment, c'est l'avocat en toi qui parle peut-être un petit peu Oui, ben tu sais, moi, compromis. c'est fondamentalement, je m'assume pleinement en tant que progressiste. Je ne vais jamais le cacher, je ne l'ai jamais caché avant. Je ne suis pas en train de dire, oh non, dans le fond, je ne suis pas tant progressiste que ça. Mais je suis un pragmatique en premier. C'est un gain qu'on est capable de faire et maintenir, ça vaut plus qu'un idéal qu'on n'est pas capable d'atteindre. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est super populaire auprès de certains individus. Je pense qu'une des difficultés que Québec solidaire a présentement, ça c'est pas juste moi qui le dis, là, il y a des députés de Québec solidaire qui sont allés dire ça dans les médias, c'est que c'est très difficile avec le style de gouvernance du parti d'accepter des situations de compromis, d'accepter de mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir faire des choses tangibles, pour pouvoir réellement aider le monde, parce que leur structure de parti tend à être beaucoup plus axée sur la solution parfaite au privé. Et je respecte énormément l'idéal derrière ça. Il y a une place super importante pour l'idéalisme dans la société. Il faut faire bouger les points de vue, mais à quelque part, quand vient le temps d'agir, tu ne peux pas être 100 pieds en avant de la foule, du public que tu veux guider dans une direction. Tu peux être 10 pieds en avant, dire venez vers moi, quand les gens viennent, là on se regarde au nez, on se demande qu'est-ce qu'on fait de plus. Ça, je vois plus une ouverture pour ça au Parti libéral. De ton côté, c'est des compromis. Oui, il faut. Compromis, c'est pas un mot qui est laid. Compromis, c'est souvent, ce serait vraiment facile et agréable de faire un gros discours qui finit en rah-rah, en criant pendant qu'on met de la musique en arrière-plan, en disant aucun compromis. Mais tu m'en dis pas une société comme ça. C'est comme si je vivais aux États-Unis où justement il y a trop de politiciens qui refusent le moindre compromis. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de compromis acceptable. Mais le plus il y a de choses sur lesquelles on dit j'accepte aucun compromis là-dessus, le plus ça devient difficile de bâtir un consensus. Alors, être capable de faire des compromis, c'est à quelque part ce qui garantit que les choses sur lesquelles tu ne fais pas de compromis, il y en aura pas. Le plus tu es capable de dire oui, le plus les choses qui sont importantes ont de la valeur. Je te ramène au Parti libéral. Je t'ai entendu parler dans quelques entrevues que tu as dans les derniers jours du combat contre le racisme. Je sais qu'au Parti libéral, on en a souvent parlé, que ce soit du cas des brownies, le stéphane aussi sur le billard. Il y a beaucoup de choses qui ont suscité des réactions dans les médias. Crois-tu que le Parti libéral, c'est la bonne place pour toi? Si tu veux convaincre ça? Oui. Il n'y a personne de parfait, il n'y a aucun être humain qui est parfait. Si on veut travailler juste avec les gens qui sont parfaitement alignés avec nous, ce qu'on travaille tout seul, et la politique dans une démocratie, ça veut dire qu'on fait pas grand-chose. Une de mes conditions avant de me joindre, ça a été, j'ai voulu voir les états financiers des campagnes de course à la chefferie de Jean Billon. Je les ai demandé, Direction du Québec, mes entreprises, je ne suis pas un expert de détection financière de quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai travaillé pour Wall Street pendant des années, je suis capable de faire le tour d'un état financier, de voir si les choses sont correctes, et je suis confiant, je suis satisfait. Ce qui plane au-par-dessus le Parti libéral présentement, je ne sais pas qu'on vive avec, mais ça touche tous des gens, pour de connaissances, qui ne sont plus avec le parti. Je ne cache pas le fait que je suis ami avec Marois Risky, mais il y a quand même. Tu as travaillé pour elle? J'ai travaillé, oui, j'ai été bénévole pour sa campagne, j'ai fait des dons en appui à Marois Risky. On s'est parlé. On s'est parlé après même. Mais je comprends que pendant qu'il y a une enquête active, c'est un peu normal qu'on décide de
de respecter l'enquête. Il n'y a personne présentement de connaissance au parti qui est sous enquête. Et puis, je veux dire, je comprends qu'on aime beaucoup parler de tout ce qui s'est fait dans le passé du Parti libéral. Je ne suis pas au Parti libéral du passé, je ne voudrais pas être confiant dans le fait. Puis, c'est un écorchage par passage, on se comprend, mais juste quelques jours avant que l'histoire commence, ça éclate. Parce qu'il avait envoyé Gilles Prince, l'ancien chef du Parti québécois, Pierre Belado, avait perdu un appel où il avait porté en appel une décision qu'il trouvait coupable d'avoir enfreint la loi électorale du Québec pour 187 000 $ de dons illégaux à sa propre campagne. Je dis pas ça pour dire, vous voyez comment eux, c'est vraiment eux les corrompus, c'est juste pour dire tous les partis ont leur pensée, mais un parti politique fondamentalement, c'est juste les gens qui le composent maintenant. Et je crois pas plus qu'on devrait lancer de la boue au Parti québécois pour quelque chose qui a été fait par Pierre Belado il y a 10 ans, qu'on devrait le faire pour n'importe quel autre. Les gens qui le composent, est-ce que tu penses savoir un peu Marois Risky avec ton appel? C'est quelque chose que tu as décidé? Marois Risky, moi, comme je dis, on est amis. Mais une des choses que je respecte énormément de Marois Risky, c'est qu'elle suit de très près, très proche, c'est important pour elle, les obligations de confidentialité. C'est une avocate. Donc, très bien ça, si je vois au Québec, mais j'ai été avocat de New York, par exemple, je comprends très bien ça. On ne sait pas parler de quoi que ce soit de confidentiel, alors je sais pas. Et entre-temps, cette décision-là d'intégrer ma non, c'est une décision que les chefs, c'est pas ma décision. C'est sûr qu'avec les plateformes aussi, il y a un travail de conseiller, j'imagine, parce que ça fait quelques mois, même ça fait juste un mois, que tu en discutes justement avec toi ou avec ton entourage de faire ça aussi. Concrètement, parler d'une candidature, c'est un peu tough à dire parce que c'est pas comme s'il y a un moment où, à partir de maintenant, nous sommes maintenant en discussion. Okay. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Mais je dirais concrètement, vraiment parler de ce que ça voudrait dire pour moi, ça a à peu près un mois avant mon annonce. Et puis entre le moment où je me suis décidé que l'annonce, c'est à peu près un peu moins de 2 semaines. Ouais. Je sais pas comment est-ce qu'on s'en aller avec ça, mais tu sais, tout ça pour dire, j'ai l'intention de continuer à faire la capsule. C'est ce que j'allais te poser, parce que tu as fait des vidéos même qui informent tes abonnés, tu vas continuer à faire des vidéos, mais il y aura certainement un changement de ton ou un changement de recherche, d'analyse avant de faire quelconque contenu. Il va sûrement avoir un changement dans la façon que c'est pris par les gens qui m'écoutent, parce que je le respecte complètement. Moi aussi, j'aurais un niveau de critique additionnel, ce qui est parfaitement normal. Mais une de mes conditions quand j'ai l'édition, c'est comme si c'était une des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, moi et Charles, c'est que j'allais pas vérifier avec le département de communication du Parti libéral du Québec avant que je paye sur upload de chaque capsule. Ou avant que tu accordes une entrevue. Ou avant que j'accorde une entrevue, quoi que ce soit. La capsule à laquelle tu fais référence, je l'ai enregistrée, puis je l'ai uploadée sans la passer par qui que ce soit d'autre que moi dans mon salon. Okay. J'ai pas demandé la permission à qui que ce soit avant de parler à toi. Ouais. Je n'ai pas l'intention d'avoir ma langue dans la poche à l'avenir. Souvent, c'est une étape qui est grande, c'est pour les gens qui ne savent pas, dans les médias, on doit passer par l'attaché de presse, les gens de communication, mais de ton côté, tu vas pouvoir continuer à faire ton contenu. Oui. Si éventuellement il y a tel. Je dirais que la semaine passée, j'aurais peut-être aimé savoir un peu d'aide. Oui. Mais beaucoup de demandes en même temps, j'imagine. Ouais, je veux être le plus ouvert, le plus accessible possible, parce que je pense que c'est super important. Puis, on parlait tantôt de rebâtir une confiance. Moi aussi, je veux la rebâtir. Sens-tu vraiment que tu vas devoir la rebâtir? Je sais qu'en général, on a une culture politique qui a un niveau de confiance extrêmement faible. C'est normal d'avoir une méfiance envers les gens qui demandent le pouvoir. C'est une bonne chose. On devrait être méfiant. Mais on a une couche additionnelle de cynisme qui vient, je pense, de la classe politique en général, de gens qui ont par calcul politique, réalisé que c'était peut-être plus facile caler leurs adversaires que mettre d'avant leurs propres idées. Ce qui ajoute à ça, à mesure que tous les politiciens nous disent que tous les autres politiciens sont pas bons, l'impression, je ne sais pas si c'est ce qui arrive, mais l'impression, c'est souvent ce qu'on a, c'est normal de penser que c'est juste tous les politiciens qui sont pas bons. Alors, dès qu'on se présente comme une arme, quand il y a le moindre intérêt partisan, on est immédiatement mis dans une catégorie de « Ah, c'est un autre », comme je ne veux pas alimenter ça. Je pense que une façon de le faire, ça va être d'analyser les enjeux aussi
que les enjeux qui t'attendent, quand même, on parle à Québec surtout, c'est la question de l'immigration, la question du logement, la question de différence aussi. On parlait de Saint-Roch tantôt, c'est un gros enjeu dans Saint-Roch. Est-ce que tu penses prêt à relever ce défi-là? Tachereau en particulier, c'est une circonscription, je pense, qui est vraiment intéressante parce que c'est dans la même circonscription, on a la ville des Blancs que nos Saint-Roch. Alors, on a l'ensemble de la société qui est représentée. Tous les enjeux nationaux se vivent dans Tachereau. Concrètement, j'ai passé des années à travailler en haute finance pour des milliardaires de Wall Street. C'est un travail qui était fascinant. Mais j'aimerais pouvoir apporter cette expertise-là au financement des organismes communautaires, au financement qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Je pense qu'un des gros enjeux qu'on voit dans le monde du communautaire, parce que là, on le voit à France, c'est que les organismes communautaires sont obligés constamment de se plier à le gouvernement qui vient d'annoncer un nouveau programme d'X millions de dollars parce que ça fait une super belle manchette. Ils sont obligés de se dénaturer pour essayer de se rentrer à l'intérieur d'un programme qui a été conçu par le gouvernement pour s'adresser à tel enjeu, parce que la semaine passée, il y a eu une manchette qui disait qu'il y avait un problème là, ou quelque chose qui allait. Du financement à la mission, je pense que c'est primordial. Je pense pas que les organismes communautaires devraient se faire dire du haut à faire pour leur communauté, ils sont les mieux placés pour le faire, il faut leur confiance. Et je pense qu'il faut aussi développer des moyens de financement où les organismes communautaires ne dépendent pas des aléas de la politique, où ils ne dépendent pas de ça va être quoi le budget qui va leur être accordé par le ministre par tel organisme cette année, qui est complètement imprévisible, il faut pas savoir à l'avance ça va être quoi. Ils sont toujours en train d'essayer de rattacher des bouts de ficelle ici et là comme ils peuvent. Et je crois qu'il y a des moyens de faire ça qui en plus peuvent stimuler le développement économique local par des formes de, aux États-Unis, il y a des outils qui ont fait endowments. Je crois qu'un système du genre se développerait au Québec, mais au lieu que ce soit pour des grosses institutions prestigieuses, qu'on en fasse des institutions communautaires. Et que ces institutions-là, les groupes communautaires puissent se financer pas entièrement par eux-mêmes, mais qui aient toujours un coussin fiable année après année qui découle d'institutions financières indépendantes de tout ce qui se passe dans les aléas de la politique. C'est intéressant parce que tu parles de l'économie comme réponse, on parle de finances, ayant parlé avec des organismes comme l'Ouvrière à Québec dans les dernières semaines avec le département qui est sorti. J'ai parlé avec son directeur et ils m'ont dit que l'espérance, l'enjeu de personnes en situation de différence, c'est pas un enjeu auquel on peut juste jeter de l'argent. On ne peut pas petit l'argent, ça. Lui, c'est plutôt une question d'effectifs. Manque de gens sur place. Est-ce que tu me réponds, c'est plutôt économique, on aurait pu financer les organismes communautaires? Comment tu vois ça à la réponse commerciale? Ben, je suis d'accord qu'il manque d'effectifs. Je veux dire, moi aussi, je suis allé parler de certains effectifs dessus. Des groupes, c'est une conversation que je veux garder respectueuse, donc pas spécifique. Mais un des enjeux, justement, quand on parle d'effectifs, c'est vraiment tough de garder les effectifs quand tu passes sur le budget l'année prochaine. Quand tu passes sur le budget dans 6 mois. Alors, le rôle du gouvernement, c'est pas de faire le travail des organismes pour eux. Le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer qu'ils puissent avoir toutes les ressources nécessaires pour le faire de façon la plus prévisible possible. Donc, je suis d'accord qu'on ne peut pas juste pitcher de l'argent et dire tout va être bon. Mais si, à long terme, on peut permettre aux organismes d'avoir un financement qui est plus stable, qui est prévisible, ça leur permettrait de faire une rétention personnelle, ça leur permettrait après ça aussi de juger ça va être quoi leurs besoins à long terme, au lieu de toujours vivre avec l'espèce de précarité de ne pas savoir ça va être quoi le budget la semaine prochaine, le mois prochain. Je ne propose pas de pitcher de l'argent au-dessus du problème. Je propose de permettre aux organismes d'avoir des outils, et oui, c'est des outils économiques, mais des outils pour justement répondre à leurs propres besoins. Des outils économiques qui peuvent se transformer dedans. Qui peuvent se transformer, qui peuvent être flexibles, qui vont avoir, et aussi qui vont avoir une indépendance le plus possible de la réalité politique d'un ministre qui décide de faire un chèque parce qu'il y a une raison pour cette semaine. Je me mets Saint-Roch, on va plonger plus dans le Québec maintenant. Oui. C'est une personne qui vient au Québec. Oui. Et bon, pourquoi ce grand retour-là? Ça fait combien de temps que tu es retourné à Québec? Et pourquoi est-ce que tu es retourné de la famille? Concrètement, ça fait à peu près 2 ans que je suis de retour à Québec, à vivre là. Dans ma tête, c'était toujours clair que quitter Québec, c'était pour la vie. Ma famille est là, j'ai grandi là, je dois une grosse partie de qui je suis à la ville de Québec. C'est dans mon cœur, la ville de Québec passe en alors, pour moi, je
Je le ressens peut-être un peu de la même façon qu'un saumon qui retourne, qui remonte pour retourner chez lui. C'est dans mes traits, c'est instinctif. J'ai vécu à plein d'autres endroits, super le fun dans le monde, je regrette absolument pas, mais c'était toujours clair pour moi. C'est comme l'étoile du Nord, je vais retourner là, et ça fait de la chose. C'est juste une question de famille. Comment ça se fait? C'est une question de famille, mais c'est une question d'appartenance. Tout le monde joue son identité sociale de façon un peu différente. Puis je n'ai jamais questionné la façon que quelqu'un d'autre s'identifie socialement. Pour moi, les identités s'additionnent, ils ne se disent pas, mais moi, c'est la vérité. Je comprends, j'ai grand attache sur le mot. Ouais, ben c'est ça. Alors on se comprend. Là. Oui, c'est ça. Attachement particulièrement, l'âge moyen en ce moment, si je ne me trompe pas, c'est un 46 ans. Donc l'âge est quand même. C'est élevé que la moyenne. On pense au Québec, on pense à Montréal, c'est un âge qui est quand même moyenne de 46 ans. Est-ce qu'avec les plateformes, tu comptes aller chercher cette clientèle-là ou ces lecteurs-là ou clientèle ou des lecteurs qui sont plus jeunes? J'aime le mot clientèle, oui. Pas mal moins que j'aime le mot électeur. Je pense que le mot électeur, c'est le bon. C'est ça. Oui, beaucoup de personnes ont parlé de m'apporter sur les médias sociaux, puis c'est pas bien. Mais il y a une différence entre c'est quoi ta portée, c'est quoi les sympathies que tu as à l'intérieur de cette portée-là, puis après ça, c'est quoi l'appui que tu as à l'intérieur de cette sympathie-là. Je ne prends pas du tout ça pour acquis. Mais c'est quand même surprenant, je veux dire. Les médias sociaux, oui, ok, c'est peut-être majoritairement maintenant des 35 ans et plus, mais je les vois en statistique, il y en a beaucoup de gens dans la cinquantaine, soixantaine qui me suivent sur la plateforme. Et puis, je suis super content de savoir aussi, mais mon but, c'est pas de faire une campagne où je vais être assis dans le coin de mon appartement à faire des vidéos sur les médias sociaux. On ne peut pas remplacer le fait d'aller rencontrer les gens là où ils sont par l'Internet. Ça va être un bel équilibre. Oui, ça va être comme n'importe quel autre politicien. Les médias sociaux sont une plateforme, sont une façon de rejoindre les gens, une super belle façon de rejoindre les gens si c'est bien utilisé. Mais ça ne remplace pas le fait d'aller les voir en personne. La réalité humaine, le contact humain, juste pas mal. Je peux revenir sur une campagne justement que tu as faite à l'automne pour l'élection du Québec avec Laura Monville et Alma Etienne. L'enjeu avec cette campagne-là, c'est vraiment de rejoindre les jeunes électeurs sur le combat parce que le taux d'élection était faible. Le taux de participation chez les jeunes est très faible. Au moment des élections municipales, crois-tu que c'est un enjeu aussi provincial? Comment est-ce que tu vas aller chercher plus d'électeurs possible? Oui, c'est toujours un enjeu de participation. Il y a une approche qui ne vient pas vraiment tant me parler, l'idée de dire aux jeunes, vous devez aller voter. Vous devez aller voter. Vous allez dire, non, il faut donner une raison aux jeunes. Comme n'importe qui, si on donne aux gens une raison d'aller voter, on n'a pas besoin après ça de leur marteler d'aller voter, ils vont le faire quand même parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont une raison de plus que juste ils vont se faire dire qu'ils sont donc ben pas des bons citoyens s'ils vont aller voter. Alors mon approche c'est ça va être d'essayer de leur donner le plus de raisons possible de vouloir aller voter plutôt qu'essayer de leur marteler que c'est donc bien important d'aller voter. Avec les réseaux sociaux qui sont peut-être eux précisément, on va dire c'est drôle, on m'a toujours dit tu rejoins les jeunes, comment tu fais pour rejoindre les jeunes? Moi, ma réponse a toujours été moi, je ne fais pas du contenu pour les jeunes, moi, je fais du contenu pour les gens. Je respecte leur intelligence. Il n'y a rien qui. Moi, je me souviens avoir 18, 19, début vingtaine, il n'y a rien qui me faisait plus chier que me faire parler comme si j'étais un enfant. Alors, si on veut rejoindre tout le monde, adressons-nous aux gens avec un respect d'égal à égal. Et puis, peu importe leur âge, mais on a tendance à aller dans les stéréotypes. Ouais, c'est la pire chose à faire, c'est un genre de yo les jeunes! Non, ça marche pas. Non, c'est ça. Je reste à Québec. Je vais t'amener maintenant sur les projets politiques qui affectent précisément la ville de Québec, dont le tramway. On va le choix d'en parler. Les deux sujets qu'on ne va pas en parler, je sais c'est quoi le deuxième, on reviendra, c'est bon. Voilà, c'est ça, donc tu attends, mais le tramway, on voit beaucoup de travaux déjà, surtout à Tachereau, dans la circonscription de Tachereau, on a reçu de l'évêque, sur leur pied aussi maintenant que ça commence. Comment est-ce que tu vois ça, le tramway? Est-ce que tu es pour ou contre? Je pense que le tramway, c'est un excellent projet pour la ville de Québec. J'ai hâte que ce soit fait. Ce sera pas pour demain. Ce sera pas pour demain, non, mais je veux dire, tout gros projet, donnons-nous le temps de bien le faire. J'aurais aimé que ce soit fait beaucoup plus vite, comme tout le monde, je pense. C'est sûr qu'une espèce d'avance-recul qu'on a toujours eu. On a toujours eu un espèce, je sais qu'on va y revenir, mais il y a toujours eu une espèce de genre d'opposition entre le tramway et le troisième lien qui n'avait vraiment pas raison d'être, je pense.
Oui, oui, absolument. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé de présenter ça en opposition un contre l'autre. Je pense que c'est des projets d'infrastructure. Les projets d'infrastructure, il faut juger chaque projet d'infrastructure par son mérite à ce projet-là plutôt que comme si on était en opposition toujours entre deux visions de voir le monde. C'est pas dans le tramway de Québec, je suis favorable. Fondamentalement, je pense que c'est un projet municipal. Pour moi, la décentralisation, c'est super important. Je ne veux pas m'immiscer dans les questions municipales, mais je vais être avec la part du gouvernement provincial là-dedans, certainement. Je pense que c'est un super projet pour le Québec. Je suis vraiment. La décentralisation. Ouais. C'est souvent ce mot-là, je trouve. Oui. Pour les projets d'infrastructure ou autres, crois-tu que c'est un enjeu de décentralisation pour le troisième lien aussi? Le troisième lien, c'est un peu spécial parce que contrairement au tramway, disons, qui est entièrement à l'intérieur de la ville de Québec ou presque, le troisième lien, c'est un projet qui est nécessairement un peu plus régional. Puis je dirais même dépendant de comment on le voit, c'est un projet qui est à l'ensemble national, québécois. Le principe fondamental pour moi de la décentralisation, c'est que les décisions devraient être prises le plus près des gens qui vont en subir les conséquences. Alors, le troisième lien, c'est pas strictement municipal parce que, de un, ça va au moins 2 municipalités, mais aussi, dépendant de comment c'est fait, ça va aussi affecter potentiellement les terres agricoles qui sont dans le coin, ça va affecter, si c'est mal fait, ça va faire une espèce d'explosion d'étalement urbain, je pense que c'est limité. Mais si, par exemple, on prend le troisième lien à l'est, là, ça devient un enjeu aussi pour la côte nord et puis tout, disons, jusqu'à Gaspésie, si on fait du transport de marchandises, être capable d'éviter la ville de Québec pour faire des marchandises d'une région à l'autre. Mais là, c'est plus juste une question de Québec-Lévis, c'est un peu régional. Un autre problème qu'on a avec ça, c'est que ça a tellement été politisé comme question que ça devient une question quasiment identitaire. Les gens sont comme. Tu as des gens qui sont, oui, troisième lien, coûte que coûte, peu importe absolument n'importe quel projet. De l'autre côté, les gens qui disent non, absolument jamais impensable, même s'il y avait le meilleur projet au monde, je suis contre juste parce que je suis contre le troisième lien. Je pense que dans les deux cas, c'est pas idéal. Moi, quand je ferme les yeux, j'imagine la région de la ville de Québec dans le futur, ensemble. C'est pas raisonnable de penser qu'il va juste avoir les mêmes villes. Alors, à partir du moment où tu as cette vision-là, ça devient plus une question de comment et quand. Faisons-le avant que le besoin soit criant, parce que là, ça coûte super cher, tu ne pourras pas dire tout de suite. Faisons-le quand les conditions économiques sont plus favorables à le faire. Et puis, surtout, arrêtons d'essayer d'utiliser ça comme une espèce de carotte électorale pour aller chercher certains électeurs, en faire peur à d'autres. C'est un projet d'infrastructure. On n'est pas obligé de faire un référendum pour chaque viaduc. Je comprends que c'est un projet d'infrastructure pas mal plus important qu'un viaduc. C'est pas juste un viaduc, c'est énorme, mais il y a façon de faire ça intelligemment. Puis c'est pas n'importe quel projet à n'importe quel prix, mais c'est pas aucun jamais. Je me joins aussi à Montréal aujourd'hui, tu m'as dit que tu as plus de temps. Oui. Est-ce que tu as une voiture? Comment est-ce que tu voyages? J'ai une voiture, oui, j'ai une voiture, mais quand je la réalité de la circonscription, c'est Montcalm, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, Québec, Saint-Roch, c'est pas mal plus facile de se déplacer en autobus. La majorité de mes déplacements sont en autobus. Beaucoup à pied, j'aime beaucoup marcher, puis j'ai emménagé à vélo sur le retour pour J'allais demander, c'est le vélo? Oui. Un qui est bien connu pour faire le vélo, c'est notre frère Marchand. Oui, en effet. Ta relation avec lui, ça semble être Je veux dire, je suis aligné à des orientations. On se connaît pas. OK. Alors, je ne peux pas dire que j'ai une relation personnelle avec lui, mais on s'est déjà échangé quelques messages sur les médias sociaux, par exemple. Ces médias sociaux, justement, c'est un des politiciens qui est aussi très actif sur cette plateforme. Je trouve qu'il a tendance à faire des vidéos justement qui vont rejoindre un peu tout le monde. Tu fais ces plateformes, j'ai l'impression. Penses-tu que c'est la bonne façon de faire? Qu'est-ce que tu penses des plateformes de Mère Marchand? Ben, je pense qu'en effet, ils utilisent bien. C'est une bonne façon de rejoindre les gens directement. C'est un outil parmi plusieurs autres. Parce que oui, tu peux parler directement aux gens, mais c'est un peu difficile d'avoir un dialogue. Alors, pour moi, les médias journalistiques restent une excellente façon d'avoir un dialogue parce que les journalistes sont vraiment super bons à donner voix à certaines objections ou certaines craintes, certaines inquiétudes du public, qui est peut-être un peu moins facile à faire quand on parle directement à une caméra sur. Alors, c'est un outil comme plusieurs autres, puis oui, je suis constant que l'utilise très bien. Est-ce qu'on verra un day in the life de ta part, comme il a fait ceci
sais, c'est drôle, j'ai fait une fois un day in the life, mais moi, je pense que c'est quand même important de garder une certaine distance parce que je me méfie de l'effet parasocial des médias sociaux. Tu sais, si c'est mal fait ou si c'est abusé, ça peut devenir une espèce de malbouffe de la relation sociale à quelqu'un. Alors, je voudrais pas, tu sais, par exemple, un day in the life professionnel, tu sais, voici par exemple à quoi ça semble être dans une campagne. Oui, mais je ne veux pas commencer à montrer mes photos de camping en fin de semaine avec mes amis. C'est un peu moins non. Tu sais, des fois, je fais des capsules en prenant un café. Puis je l'assume, c'est parce que dans ma vraie vie, des fois, je prends du café, je me fais un café. Alors, ça, je le fais. Mais je pense que c'est important. Tout le monde a besoin de vie privée. Et c'est une façon de se garder une relation saine avec les autres. Alors, je veux quand même continuer à faire ça. C'est une ligne. Oui, c'est ça. Il y a certaines vidéos que tu vas devoir prendre décision justement si tu fais ou pas avec ton nouveau rôle. Si, par exemple, il y a un nouveau cas de scandale au sein du Parti libéral, que ce soit un cas de brownies, un cas de corruption, quelque chose, est-ce que tu comptes en faire une vidéo sur le fond ou tu vas dire je prends un recul, j'ai pas le choix? Ça va toujours être du cas par cas. Dépendant, entre autres, du simple fait que je veux travailler en équipe avec le monde. Alors, c'est assez tough d'avoir une discussion franche et directe avec quelqu'un d'autre quand tu veux travailler en équipe. Quand cette personne a peur que tu te virer de bord, et que tu vas en parler sur Internet. Je respecte ça, évidemment. Mais je n'ai pas l'intention de me cacher. Point de vue financier pour le parti ou pas nécessairement? Non, je dois. Puis même si le parti m'offrait de financer pour que j'aie plus de visibilité ou quoi que ce soit, je vais. Tu sais, que les partis politiques fassent ça pour leur compte officiel, je ne vois aucun problème avec ça. Fondamentalement, c'est la même chose que payer une pub à la télé. Mais mes plateformes, je veux que ça reste moi. Je ne voudrais pas que ça devienne juste une branche du parti. Les plateformes du parti sont les plateformes du parti, mes plateformes sont les plateformes, on travaille ensemble, ça va bien. Mais cette distance-là, je pense que c'est important aussi pour les électeurs qui veulent savoir que leur candidat leur député, c'est pas juste une filiale d'un parti politique. Tu restes dans le parti. Ouais. Tu fais souvent des vidéos en anglais aussi, de personnes bilingues, Ouais. français et anglais. On a souvent, dans l'esprit, je trouve, général, associé le Parti libéral aux anglophones de Montréal. Il suffit de regarder la députation actuelle, on ne peut pas s'en cacher. Voilà. Et enfin, je trouve en Québec, il y a beaucoup d'écoles anglophones. Il y a des écoles secondaires anglophones, l'école School Saint-Patrick, sont plusieurs primaires aussi, Howard Elementary, etc. Est-ce que tu comptes aller rejoindre ces écoles-là qui sont en anglais, qui sont anglophones, ou de ton côté, ça va être du français, comme Moi, je veux les rejoindre tous les deux. Si j'étais capable de parler, je comprends un petit peu l'allemand. Si ça donne que je peux parler allemand à des électeurs, je pourrais le faire. Mais mon plan, c'est pas de faire une campagne pour la communauté anglophone de Québec. Non. on verra pas de vidéo nécessairement en anglais. Non, ça se peut. Ça se peut que j'en fasse. On verra. Comme, si jamais je vois que c'est utile, que c'est ça de faire, je le ferai. Mais la communauté anglophone de Québec, c'est très, très majoritairement des gens autant bilingues qui parlent comme ça. Souvent, à la blague, je dis que c'est une communauté invisible. C'est une minorité invisible parce que s'ils ne veulent pas se faire voir ou identifier, ils sont bien capables de parler français. Je te ramène pour finir sur une question peut-être un peu plus légère sur la Ok. ville de Québec, parce qu'on a un journal pour la ville de Québec, bien sûr. Ton activité préférée à faire un beau dimanche à Québec, ça serait quoi? Je joue au spike ball. Ah oui? Oui. L'hiver comme été? Non, pas l'hiver. Ok. L'hiver, je joue au spike ball l'hiver, c'est un peu tough, mais j'ai hâte maintenant que le printemps commence. Là, Ouais. moi et un petit groupe d'amis, on se rencontre au parc pour jouer au parc de l'art. On joue au spike ball, c'est super le fun pour les sols. Alors, mon activité d'été, c'est ça. Oui. Ta sortie préférée? Est-ce que tu as un événement, c'est un festival ou un événement rassembleur à Québec préféré? Bonne question. Ce serait facile de dire, c'est le festival d'été. J'aime le festival d'été, mais j'ai comme l'impression que c'est un peu cheap comme réponse. Je comprends. J'aime le théâtre. Oui, on a des beaux théâtres aussi à Québec, de bons théâtres. J'aime y aller. Je trouve que c'est une forme d'art, de culture qui m'invite vraiment à être vu. Tu sais, souvent, on ne pense pas trop, on s'imagine qu'en
c'est vraiment cher ou c'est juste des opéras pour la haute culture. Mais non, il y a vraiment des belles choses qui se font en avant. Ferais-tu redonner plus à la culture dans tes objectifs? Toujours. Je suis imaginement un politicien qui va le faire. Oui, moi, c'est ça. Mais plus ou moins qu'en ce moment? Plus qu'en ce moment. Je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup de travail à faire à peut-être, on revient à décentraliser, mais diviser le butin, mettons, l'argent qu'on a. Je veux dire, il faut toujours en mettre plus, mais si on pouvait en plus faire en sorte qu'il y ait une plus grande diffusion à travers tous les canaux culturels, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes émergents qui attendent que ça, qui méritent leur même chance que tout le monde. Particulièrement à Québec, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment que l'énorme majorité de l'argent en culture se dépense peut-être à Montréal. Quand il y a tellement de belles choses culturelles qui se font à Québec aussi. Alors qu'il y ait une division plus régionale, une division plus équitable entre tous les créateurs de culture à travers le Québec au complet, ça devrait aider la culture. L'accessibilité des artistes Aussi. rentre en jeu complètement. On va parler de que ce soit par la télévision québécoise, la musique québécoise aussi. Justement, on a-tu un artiste de Québec, que ce soit un comédien, musicien ou quelqu'un de mal? Spécifiquement de Québec. Si t'en empêches, sinon. Spécifiquement de Québec, c'est un peu tough. Je veux dire, moi, quand j'avais besoin d'un bon kick de musique, quand je travaillais ou quoi que ce soit, c'était souvent. J'aime beaucoup le rap québécois. Alors, à la claire ensemble, je triche un peu parce que Robert Nelson, c'est mon c'est un de mes amis, mais j'aime beaucoup sa musique. Quand je me sentais un peu loin de chez moi, c'était Hymne à Québec.